Dame i gospodo, uvaženi gosti, radosna i puna časti za mene ova prilika da s ovog mjesta, kao upravne biblioteke Matice Srpske, mogu pozdraviti naše drage uvažene goste iz Francuske. Kultura je naravno jedna i nedeljiva. Knjiga je naravno ključ od svake normalne evropske kuće, pa saglasno tome i ključ od srpske i francuske kuće. A kad smo već kod kuće, da kažem našim dragim gostima iz Francuske da se osjećaju kao po svojoj kući. Sa nama su kao gosti Francuskog instituta u Srbiji u okviru manifestacije Morije Revidani, koja po drugi put ide u Matici Srpskoj i ja verujem da ćemo i nadalje biti u prilici da budemo domaćini. Anne-Lorraine Vigouroux, ataše za kulturu u ambasadi Francuske u Srbiji i gosti pisci iz Francuske Nataša Pana, Cédric Gras i Nina Ježekov. Moderator razgovora bit će gospodin Tome Sekeroš. Dakle, još jedan put želim dobrodošlicu našim gostima, naravno hvala i vama što ste izdvojili vreme da budete zajedno sa nama ovdje. Izvolite. Evo samo da najavimo kako ćemo raditi. Ja ću razgovarati sa gostima na franskom, to će biti lakše nego da ja pričam na srpskom, da oni stavljaju slušalice, da skidaju, tako da znate, slušalice možete držati sve vreme na ušima, ovdje će razgovor biti sve vreme na francuskom, a vi ćete slušati prevod. Voilà. Nous allons commencer. Je suis heureux de pouvoir accueillir ces trois jeunes auteurs. D'abord Nataša Pana à ma droite, ensuite Nina Ježekov, que je suis sûr écrit comme ça, les Français prononcent Ježekov, et ensuite Cédric Gras, là-bas au fond. Trois auteurs qui montrent bien que la littérature française en ce moment, ce n'est pas seulement Houellebecq. Il y a d'autres auteurs extraordinaires et que nous devons connaître et lire. Donc, je vais commencer d'abord avec une petite présentation courte de ces auteurs. Je vais commencer avec Nataša. Soyez libre d'ajouter quelque chose si vous voulez, de me corriger, etc. Donc, Nataša Apana est née à Mahébourg, sur l'île Maurice. Elle est journaliste et romancière mauricienne. Sa langue maternelle, c'est le créole mauricien, et son vrai nom, c'est Nataša Devi Patarelli Apana. Donc, sa famille descend d'engagés indiens immigrés à Maurice. Elle écrit en français, elle est journaliste. Et elle a déjà publié plusieurs romans, et ces romans sont traduits en sarde. Vous voyez déjà ici la traduction de ce roman dont nous allons parler, mais il y avait d'autres romans qui étaient traduits en sarde, et Nataša va nous dire lesquels de ces romans sont. Mais je vais vous dire les titres. Son premier roman, c'est Les Rochers de poudre d'or, publié en 2003. Son deuxième roman, Blue Bay Palace, publié chez Gallimard en 2004. Ensuite, La Noce d'Anna, publié en 2005. Le Dernier Frère en 2007. Nataša a eu plusieurs prix pour ses romans. Le Dernier Frère a reçu plusieurs prix littéraires, dont le prix du roman Fnac, le prix des lecteurs de l'Express en 2008 et le prix de la Fondation France-Israël.
en 2016 son roman Tropique de la violence. Et je pense que c'est à peu près tout. Natacha, vous savez lesquels de ces romans sont traduits en serbe? Parce que tout ce que j'ai énuméré ici. Sauf le dernier. Comme ça, d'accord. Bonsoir. Oui, en effet, tous les romans sont traduits en serbe, sauf les deux derniers. Et je voulais dire que c'était très important d'avoir un éditeur en langue étrangère qui soit fidèle non pas à des livres qui parfois ont du succès, parfois n'en ont pas, mais fidèle au chemin littéraire d'un auteur. Et mon éditeur est là. Merci Natacha. Maintenant, on va passer à notre deuxième auteur, présent ici. Auteur avec eux, Nina Yargekov, qui est née à Paris. Elle est romancière, elle est traductrice franco-hongroise, sociologue de formation. Elle a publié son premier livre en 2009. Le titre était Tu es Catherine, l'édition POL. Ensuite, son roman Double nationalité, duquel on va parler aujourd'hui, qui a reçu le prix de Flore en 2016. Et nous avons encore un roman, Vous serez mettre à moi, en 2011. Nina connaît bien la région, elle est assez souvent en Hongrie, et quand elle écrit la couleur locale de la Hongrie, je reconnais le lot de vie d'abricots, les murs, les routes cabossées, la poussière, tout cela est bien familier ici en Hongrie. Nina, vous voulez ajouter quelque chose? Ça me paraît être une très bonne présentation. D'accord, merci. Et finalement, Cédric Gras, avec son roman Anthracite, publié en 2016. Je vais juste dire à propos de Cédric, un grand voyageur, écrivain voyageur, nouvelliste. Il écrit en français. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, il a terminé ses études à Omsk, en Russie. C'est la particularité de Cédric. Il découvre le pays, c'est-à-dire la Russie, et accepte un poste d'enseignant à l'université de Vladivostok. Il y reste un an et travaille les 2 années suivantes à créer l'Alliance française de Vladivostok. Il passe ensuite une année à l'étudier Extrême-Orient russe avec une bourse de Centre franco-russe de Moscou. Il a créé l'Alliance française de Donetsk dans l'est de l'Ukraine en 2011. L'Alliance française est fermée à cause de la situation, de la guerre, la séparation de Donetsk et de Lugansk. Il dirige l'Alliance française de Kharkov en 2014 jusqu'à l'été 2015, où il prend la direction de l'Alliance française d'Odessa, toujours en Ukraine. Cédric Gras a été décoré en 2014 de la médaille d'honneur des affaires étrangères. Les œuvres de Cédric: Vladivostok, neige et mousson en 2011, l'éditeur Phébus. Le Nord, c'est l'Est, en confins de la Fédération de Russie, en 2013, l'éditeur Phébus. Le Cœur et les confins, en 2014, l'éditeur Phébus toujours. L'hiver aux trousses, 2015, chez Stock. Anthracite, dont on va parler aujourd'hui, 2016. Et La mer des cosmonautes, Paulsen, en 2017. C'est parfait? D'accord. Voilà, les présentations sont faites. Maintenant, nous pouvons passer à ces livres que nous avons devant nous. Nous pouvons commencer avec Natacha, donc on respecte l'ordre
que nous avons ici imposé par l'organisateur. Donc, le livre de Natacha, en attendant demain, raconte une histoire moderne, actuelle. C'est l'histoire d'une Mauricienne nommée Anita, de son petit ami nommé Adam, qui est basque d'origine, et d'une autre Mauricienne qui s'appelle Adèle. 3 noms en a. Ce sont des personnages principaux. Le narrateur en mission nous présente cette situation dans une sorte d'incipit intitulé « Aujourd'hui ». Nous avons 3 aujourd'hui. Ces aujourd'hui sont une façon de Natacha de créer une structure particulière de son roman. Aujourd'hui, elle raconte la situation actuelle et ensuite, elle ouvre la rétrospective. 3 fois, elle revient vers aujourd'hui et 3 fois, elle continue l'histoire qui a commencé il y a un certain temps. Il y a 4 ans, 5 mois et 13 jours. 4 ans, 5 mois et 13 jours, ça se répète comme un refrain. 4 ans, 5 mois et 13 jours, c'est le moment où un événement tragique a secoué cette famille composée d'Adam et Anita, à laquelle s'ajoute Adèle. Ils ont une fille qui est dans une situation tragique aussi. Qu'est-ce qui se passe? Adam et Anita se retrouvent pendant une soirée à Montreuil. Tous les deux se sont exclus de cette société parisienne et ils se rencontrent, ils décident de vivre ensemble. C'est un couple mixte, une Mauricienne, un garçon basque. Ils partent vivre dans la région de ses parents, quelque part dans le Pays Basque, c'est pas très précis, il n'y a pas d'indication de lieu où ils vivent. Ils sont très contents. Ils ont des prétentions artistiques tous les deux. Lui, architecte, il aime bien dessiner, et la peinture, c'est quelque chose qu'il apprécie beaucoup, et il aime bien être peintre. Et Anita, on reconnaît des moments autobiographiques dans le personnage d'Anita, qui est journaliste aussi, comme Natacha. Anita commence à écrire pour un journal local et rêve d'écrire des romans. Leur vie passe à travers des hauts et des bas. Au moment où ils rencontrent Adèle, une Mauricienne qui travaille dans un bar local de la ville à côté de laquelle ils vivent, leur vie bascule soudainement. D'abord, la présence d'Adèle, cette Mauricienne servante, est un élément positif. Les deux se sentent ravis de sa présence, leur carrière se développe dramatiquement, mais à un moment, quand le bonheur, la gloire, le succès paraissaient tout près, tout bascule et ça se termine en tragédie. La fin est un peu mélodramatique. Je ne peux pas terminer cette histoire. Vous allez prendre le roman et vous allez le lire. Je vais demander à Natacha pour qu'elle nous ajoute quelque chose sur ce roman. Merci, je crois que vous avez bien résumé. C'est vrai que c'est un roman qui suit un couple d'artistes
Elle s'appelle Anita, il s'appelle Adam, ils sont jeunes et ils rêvent d'une vie comme ça autour de leur création. Elle autour de l'écriture et lui autour de l'architecture, du dessin. Mais ils sont rattrapés par la vie, rattrapés par le quotidien, rattrapés par tous ces milliers de petits détails. Et lentement, toutes ces velléités, tous ces rêves s'estompent. Ils ont un enfant, ils s'installent. Et ce qui était avant une situation d'égalité entre un homme et une femme, elle, écrivain, lui, architecte en devenir, avec le mariage, avec la maternité, se transforme en situation d'inégalité, c'est-à-dire Adam se met lui à travailler beaucoup, à être dans le monde du dehors, et Anita dans le monde du dedans, à être dans son foyer, et elle cherche systématiquement comment retrouver ce qu'elle a perdu. Et c'est vrai que l'arrivée de cette Adèle, c'est une Mauricienne, mais qui est sans papier, qui travaille dans ce monde entre deux, entre le monde des officiels et le monde officieux, qui va leur redonner un souffle. Mais ce sont surtout, je crois, des enfants gâtés, parce qu'ils cherchent toujours, tout le temps, ce qu'ils n'ont pas, ce qu'ils ont failli avoir, mais ce qu'ils n'ont pas. Et sur le papier, si j'ose dire, en théorie, ils ont tout ce dont on peut rêver, mais ils sont toujours à la recherche d'eux-mêmes parfois, à la recherche de ce qu'ils avaient été. Voilà ce que je peux ajouter. Je peux aussi ajouter que c'est un livre, en effet, qui est construit de façon... moi, j'ai voulu construire ça comme la présence de la peinture dans ce texte est très importante. Adam est un peintre, est quelqu'un qui aime les couleurs, qui aime une façon différente de dessiner. Et chaque chapitre est en réalité non pas une narration classique, mais comme un tableau. Un tableau qui figerait un peu leur vie du moment. Donc il y a ce aujourd'hui qui raconte le présent, mais à chaque tableau du passé, on les voit par exemple à la rencontre, et puis on les voit à un dîner, et dans ce tableau-là se cristallise l'évolution de chaque personnage, cristallise l'identité en eux qui changent, puisqu'ils sont chacun, elle vient d'un pays très lointain, lui d'un village. Vous avez mentionné le mot identité. Oui. Les trois romans que nous avons ici se penchent sur le problème de l'identité. Surtout le roman de Nina Jacob, ensuite le roman de Cédric, le vôtre un petit peu moins, mais quand même, vous mentionnez quelquefois que dans les provinces, la couleur de peau d'Anita, ça provoque certains regards qui n'étaient pas très appréciés par Anita, la difficulté d'être autre. Pourquoi c'est tellement difficile de vivre des identités plurielles? Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est sociologique? Est-ce que la pression vient de l'intérieur, de l'extérieur? D'où ça vient? Mais ça vient de tout ça à la fois, en réalité. Je crois que Anita est une femme, en effet, étrangère, mais elle est étrangère à elle-même. Elle se cherche constamment. Adam aussi est dans cette situation-là. Il a voulu vivre en ville, mais en réalité, il ne s'y fait pas, parce qu'on peut être étranger dans son propre pays. Merci Natacha. Comme notre temps passe assez rapidement, je vais commencer ma discussion avec Nina Jacob, qui a déjà parlé aujourd'hui à nos étudiants du département de Lyon-Droit. Donc vous avez tous compris, Nina est née à Paris, des parents hongrois, et elle a écrit ce roman extraordinaire sur 680 pages, ça m'a tué, mais je l'ai lu avec un grand plaisir, et l'histoire est très intéressante de ce roman,
Nina a une phrase longue, mais ça va tellement rapidement. Il y a toutes sortes, il y a une sorte de logorée, ce n'est pas péjoratif ici, il y a une sorte de logorée folle, ironique, pleine d'esprit. Elle a toutes sortes de réflexions qui se ramifient et ça part dans toutes les directions. Et je me suis dit, ça aussi, ça va faire quelque chose avec sa profession. Elle interprète, donc elle va se préparer pour toutes sortes de textes différents. Donc Nina, quand elle écrit, c'est une érudition extraordinaire et j'ai pris beaucoup de plaisir à lire cela. En tout cas, l'histoire de ce roman est composée en 5 livres, on peut dire. 5 parties, parce que si on dit 5 livres, tout le monde va être effrayé. En 5 parties, l'arrivée, le retour, une petite taupe, le départ, et elle est simple. Donc Nina, déjà dans le titre, annonce des va-et-vient qui sont des va-et-vient intérieurs et extérieurs entre Paris et Budapest pour finalement changer, prendre une direction complètement inattendue. En tout cas, le roman commence avec cette phrase extraordinaire. Il y a quelque chose qui cloche aux Galeries Lafayette. Vous examinez l'éclairage détaillé, les vendeuses, etc., etc. Donc la narratrice remplace son jeu par ce vous qui vous attire et qui vous force de participer à cette aventure de la narratrice. Qu'est-ce qui se passe avec la narratrice? Elle se retrouve quelque part, elle pense d'abord qu'elle est aux Galeries Lafayette, mais finalement tout est mélangé. Là-bas c'est un magasin, il y a des saucisses, des parfums. Finalement elle réalise qu'elle se trouve à un aéroport, dans un magasin d'aéroport. Elle ne sait rien sur elle-même, comment elle se trouve là-bas, elle est amnésique, et elle va aux toilettes, elle se regarde dans un miroir, elle voit qu'elle est très maquillée, un décolleté assez intéressant, des bijoux, beaucoup trop de bijoux, comme des filles de l'Est. Donc des filles de l'Est qui arrivent travailler à Paris, travailler en tant que prostituée, donc des talons hauts. Donc elle est très bizarre, elle ne sait pas qu'est-ce qui lui arrive. Elle regarde dans son sac, là-dedans elle trouve 2 passeports, un passeport de pays qui s'appelle Yazigi, c'est ça, Yazigi, et j'ai cherché un petit peu les Yazig ou les Yazig, c'était une tribu qui est arrivée sur le territoire, sur la plaine pannonienne, il y a, je ne sais pas, 3e ou 4e siècle, qui se sont installés là-bas. Et elle est arrivée d'une ville qui s'appelle Yassag, oui. Et donc d'un pays Yazigi à d'une ville Yassag. Elle ne sait pas qui elle est. Ce pays est bizarre. Finalement, elle décide de reconstruire le mosaïque de sa vie et petit à petit, elle découvre qu'elle vit dans un appartement boulevard Voltaire, à la frontière de 2 arrondissements, le 10e et le 11e. Elle découvre qu'elle est interprète. Elle n'a pas beaucoup d'amis, elle ne sait pas grand-chose sur ses parents, et elle va découvrir finalement que ses parents sont morts. Dans les archives familiales, elle va découvrir un petit peu son histoire et sa double identité. Cette identité, c'est l'identité de Yazigi et l'identité française. Elle sera torturée tout le temps
entre ces deux identités en essayant de découvrir est-ce qu'elle est plutôt française ou plutôt yazige, ou est-ce qu'elle est un petit peu plus française, un petit peu moins yazige, ou ni l'un ni l'autre, et ça va la torturer pendant 650 pages pour que finalement elle arrive à une solution inattendue que je ne vais pas vous découvrir. Chaque partie, pas chaque livre, mais chaque partie commence avec un petit épigraphe. Le premier épigraphe est de Marina Tsvetaeva, dans lequel elle enrage un petit peu parce que les marchands dans les marchés vendent des sardines françaises, comme si c'était une qualité particulière. Et pourquoi les sardines françaises seraient très différentes des sardines espagnoles, portugaises, etc. Donc le deuxième épigraphe est assez intéressant. J'aimais bien ces épigraphes, ils étaient bien choisis. Il annonce la couleur et ils sont une sorte de résumé de ce qui va suivre là-dedans. On m'envoie des signes, on me dit que je parle beaucoup trop. Nina, allez-y, je vous laisse la parole. Là, vous avez dit beaucoup de choses. Voilà, J'ai essayé. je vous remercie. Pour résumer peut-être ce qu'on peut retenir, donc on a une jeune femme comme ça qui est amnésique et en fin de compte, tout le livre c'est une enquête. Donc en ce sens, on pourrait presque dire que c'est une sorte de roman policier, sauf que elle n'enquête pas sur quelqu'un d'autre, mais sur elle-même. Donc elle perquisitionne son propre appartement, elle fouille son propre sac à main, elle s'examine elle-même dans le miroir. Tout au début, d'ailleurs, elle se fait une fouille à corps pour vérifier si elle ne transporterait pas de la drogue ou des explosifs. Donc il y a un côté policier, mais envers elle-même. Donc c'est une sorte de roman policier dévoyé d'une part, et d'autre part, mais c'est aussi une grande enquête intellectuelle où ce qui se joue, c'est plein de questions sur comment on définit un groupe national, quels sont les rapports qu'on peut entretenir à deux pays quand on a un lien avec deux groupes, comme c'est son cas, quel rapport au passé. Donc il y a beaucoup d'éléments historiques qui sont évoqués, aussi bien côté français que hongrois. Oui, peut-être ce que je peux préciser, puis ensuite j'arrête pour pas monopoliser la parole, c'est qu'en fait dans le livre il n'y a pas 2 pays mais 4 pays. En fait, le livre commence en France et on a une héroïne qui est née en France de parents yaziges. Donc la Yazigie, c'est un tout petit pays d'Europe centrale orientale. Et à un moment donné, pour des raisons que je ne vais pas forcément dévoiler, notre héroïne décide de s'installer en Yazigie. Donc elle quitte la France parce qu'elle est très fâchée contre la France à ce moment-là. Et en fait, elle prend l'avion en France pour aller en Yazigie, mais quand elle arrive en Yazigie, c'est pas en Yazigie qu'elle arrive, c'est à Budapest, en Hongrie. Et à ce moment-là, le pays dont elle venait, c'est plus la France, mais la Lutringie. Donc en fait, les choses s'inversent et on comprend, c'est-à-dire elle n'en est pas du tout étonnée, on comprend que tout simplement, la Yazigie, c'était la France vue depuis la Hongrie, et... non, pardon, le contraire, voilà, c'est bien, vous suivez, si vous me c'est que vous me suivez. Donc voilà, la Yazigie, c'était la Hongrie vue depuis la France, et la France vue depuis la Hongrie, c'est la Lutringie. Donc on a France-Hongrie et leur double imaginaire exacerbé, exagéré, qui sont Lutringie pour la France et Yazigie pour la Hongrie. Oui, et je suppose que les raisons pour cela, de cette façon, on exotise un petit peu cette Hongrie regardée de la France, et de l'autre côté, quand on regarde la France de la Hongrie, ce n'est plus la France, c'est la Lutringe, et Paris devient Éclute. Vous aimez bien jouer avec les anagrammes. Oui, alors vous avez deviné ce qu'était Éclute, non Lutèce. Oui. Et vous avez des noms très bizarre pour les personnages. Le personnage principal du roman a un nom horrible. Alors il s'appelle Rukva. Rukva. D'où vient Rukva?
Alors, c'est un anagramme de Nina Yergikov. Bah, je me suis dit que c'était ça, mais il manquait quelque chose. Tout est là. Et alors, Ouais. j'ai fait l'anagramme de sorte à ce que ce soit le plus difficile possible à prononcer. Donc, j'ai mis toutes les consonances et toutes les voyelles. Mais il y avait ce clochard en moi aussi, il a un nom horrible. Oui. Il s'appelle comment? Rutzlo. Et c'est un anagramme de... Alors là, pour le coup, c'est pas un anagramme, mais c'était pas que ce soit difficile à prononcer. Voilà, ça pourrait un tout petit peu ressembler à un anagramme d'un prénom droit qui est Laszlo, mais c'est pas exactement ça. Ce qui est intéressant dans ce roman de Nina, c'est le moment, ce sont ces idées stéréotypées qu'on a sur des pays, et quand Nina, finalement, plein d'enthousiasme, horrifié par une loi qui se prépare en France, qui va interdire la double nationalité, elle décide tout d'un coup de quitter ce pays qui ne respecte rien, qui est devenu hostile aux immigrés, aux étrangers. Elle décide de venir en Hongrie qu'elle idéalise, et là, elle a toute chose d'expérience qui ressemble beaucoup, c'est-à-dire on se reconnaît dans cette image de la Hongrie, on reconnaît la situation des pays de l'Europe centrale, des Balkans et de la Serbie. Donc j'aimais bien le moment quand elle est allée voir un spécialiste médecin. D'abord, elle a essayé de prendre l'ordre ordinaire. Elle a attendu pendant 4 heures pour être reçue par un médecin généraliste, pour finalement trouver un médecin spécialiste. Et là, le médecin spécialiste attendait 30 000 forints pour ses services, bien qu'il travaillait dans un service public, etc. Ça n'arrive pas chez nous. Ce qu'on peut ajouter, c'est que sur cette scène, pour elle, c'est très difficile parce que précisément, elle est arrivée en Hongrie en ayant dans la tête l'idée qu'être hongrois, c'est être extrêmement loyal, honnête, que la parole donnée, c'est quelque chose de très important, à l'image comme ça, très romantique, et avec l'idée qu'on doit respecter les règles. Donc voilà, la Hongrie, dans sa tête, c'est le pays des chevaliers qui préfèrent mourir plutôt que de tricher ou trahir un serment. Alors du coup, face au médecin qui lui demande de l'argent, elle est très choquée, ça éclate en 1000 morceaux son idée de... il y a une image idéalisée et puis elle va de déception en déception. Donc ça, chez le médecin, c'est une déception parmi tant d'autres parce que précisément, il y a un écart en fait entre la Gazigie et la Hongrie, c'est ce qu'elle découvre quand elle arrive en Hongrie. Et ni la difficulté de vivre des identités polyvalentes. D'où ça vient? Quelle est la solution? Je pense que la solution, c'est d'accepter qu'on peut être plein de contradictions et de dire qu'on n'est pas obligé de choisir, qu'on peut tout à fait ressentir une chose et son contraire, qu'on a le droit, non seulement au sein d'une seule vie, mais peut-être même au sein d'une seule journée, le matin d'être ému par quelque chose qui est lié à la France, l'après-midi, même chose pour la Hongrie. Et puis qu'on peut croiser les regards, c'est-à-dire qu'on a le droit de vivre des choses, d'avoir un regard critique sur ces deux pays au moyen de l'autre pays, c'est-à-dire de critiquer la France en s'appuyant sur des références plutôt hongroises, de se réjouir de ce qu'est la France avec des yeux de français, et même chose pour le côté hongrois, c'est-à-dire qu'on a le droit comme ça de circuler et que qu'il ne faut pas forcément faire un choix définitif une bonne fois pour toutes et se laisser enfermer ou bien s'enfermer soi-même dans quelque chose qui serait figé à tout jamais. Merci Nina. On ne va pas oublier Cédric là-bas dans le coin, qui s'est mis à rêver. Finalement, le roman Anthracite de Cédric Gras, publié en 2016. Anthracite, tout le monde connaît, c'est un type de charbon de première qualité et qui était la gloire de ces régions qui sont aujourd'hui connues sous le nom de la République de Donetsk ou la République de Lugansk. En tout cas, c'est un roman genre
On the Road de Kerouac. Sans la drogue, quand même. Sans la drogue, Oui, sans la drogue. mais avec beaucoup d'alcool. C'est une drogue aussi. C'est vrai. Ah oui, c'est la drogue russe, pas seulement russe. Mais c'est bien, vous dites que tout le monde connaît l'anthracite ici, alors je suis très agréablement surpris, parce qu'en France, lorsque je parle de l'anthracite, les gens de la génération du public qu'on a aujourd'hui, les jeunes, eh bien en France, ils pensent que c'est une couleur de vêtements lorsqu'ils vont acheter des pullovers au solde, parce que tout le monde a oublié en France ce que c'était. Je comprends bien, je l'ai appris dans ton livre ce que signifie anthracite. J'ai osé faire des suppositions. Je me suis dit que tout le monde connaissait ça. Je ne sais pas si le public connaissait le mot anthracite. Oui, non. La couleur, comme la couleur. Ah oui, là, il y a des mines anthracite. Oui, je vous ai dit, ils connaissent. Oui, mais en Serbie, il y a encore des centrales électriques au charbon, je crois, c'est pour ça. En France, c'est fini, la jeunesse ne sait plus ce que c'est. Ils ne savent plus ce que c'est que des mines. Ils vont dire cela, en tout cas. Bon, en tout cas, je vous ai dit, un roman on the road, avec deux amis, Vladlen et Emile. Vladlen, c'est une abréviation de Vladimir Ilyich Lénine. Il y avait de ces noms à l'époque de l'enthousiasme socialiste et communiste. Il y avait des femmes nommées Mashinka, Traktorka ici en Serbie. Moi, personnellement, je connais une Vladlena ici, en Yougoslavie. Et vous la connaissez peut-être aussi, Dasha Danubic, romancière qui vit à Rovinj en ce moment et qui enseigne à Zadar, peut-être à l'université. Son vrai nom est Vladlena. C'est formidable. Alors, si ici, vous avez une expérience de ces baptêmes à consonance soliste, parce qu'en France, tout le monde me demande où j'ai inventé ça, où est-ce que je suis allé chercher ça, et pourquoi j'ai imaginé cette affaire. Et lorsque je leur explique que c'est vrai, et que moi j'avais des amis qui s'appelaient Vladlen ou d'autres noms, comme ça, qui sont issus d'acronymes marxistes soviétiques. Le père de Vladimir Yougoslav était ambassadeur de Tito, donc il devait montrer qu'il était fidèle au communisme titoïste, donc pas de problème. Donc ces deux amis partent à la recherche de l'amour. Ils sont mariés. Émile est à la recherche de sa femme, qui est un peu fugitive, et Vladlen est à la recherche de sa maîtresse. Il est chef d'orchestre à Donetsk, au moment où la guerre s'annonce. Le pouvoir local l'appelle pour qu'il joue l'hymne national d'Ukraine. Il essaie de le faire, mais il a été interrompu par les protestants séparatistes. Donc il pense qu'il va partir et se sauver, et il va chercher son ami Émile. Et c'est là où leur voyage commence. Et il voyage à travers le pays en guerre, et il passe d'un côté ennemi de l'autre. J'aime bien la phrase que vous avez mise quelque part. Dieu définitivement n'est pas, ou la guerre définitivement n'est pas pour les athéistes, parce que Dieu participe des deux côtés qui se confrontent ici. Dieu est avec nous du côté Ukraine, Dieu est avec nous du côté séparatiste aussi. Comme Cédric connaît bien la région, il nous donne des descriptions dignes de Zola déjà mentionné, des mines, des usines, tout ce ferraille du socialisme réaliste qui pourrit et qui lentement tombe en panne et s'arrête. C'est assez puissant comme description. L'histoire de l'identité, chez Cédric, oui, l'histoire de l'identité est soulignée tout le temps parce que les participants principaux, Vladlen qui se croyait au début ukrainien,
finalement est horrifié par des horreurs faites par le côté ukrainien, mais des deux côtés, il y a des massacres, des horreurs, des crimes, des tortures. Et finalement, Blondel, lui aussi, il a à peu près une solution qui ressemble à celle de la narratrice de Nina. L'identité, il s'en fiche, il ne veut pas prendre le côté, il ne veut pas être ni ukrainien, ni séparatiste pro-russe. Il va chercher sa route individuelle et personnelle et son bonheur. Cédric, quelque chose à ajouter? Si vous voulez. Ah oui, je veux bien. Non, mais tout simplement pour expliquer peut-être l'origine de ce livre. Alors moi le Donbass, c'est cette région dans laquelle il y a eu, depuis 3 ans, il y a eu une guerre entre les sécessionnistes et ce qu'il reste de l'Ukraine souveraine. Et il s'est trouvé que moi, j'ai travaillé là-bas pendant 4 ans, par hasard, complètement. En 2010, on m'a proposé d'aller fonder une alliance française à Donetsk, qui est la capitale de Donbass. L'alliance française, c'est exactement, enfin, presque exactement comme l'Institut français que vous avez ici à Novi Sad. Et alors je suis parti en 2010 là-bas, vous savez bien, tout était pacifique, et j'ignorais complètement qu'il y aurait un conflit qui s'est donc déroulé un peu sous les yeux. L'Alliance française était en plein centre-ville, on a suivi les évolutions de la révolution à Kiev, et puis ensuite de cette insurrection, et puis l'arrivée des troupes russes. Donc j'ai été, si vous voulez, un témoin privilégié. Je n'ai joué évidemment aucun rôle dans cette affaire. Mais quoi de mieux pour quelqu'un qui écrit des livres que d'être témoin privilégié de certains événements et donc de pouvoir aller comme ça à la source d'une matière puissamment littéraire. La guerre, c'est forcément un thème littéraire ou cinématographique d'ailleurs. Enfin, c'est un thème de toute façon qui inspire. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée d'écrire ce livre. Oui, merci Cédric. Il y avait quelque chose que j'ai oublié. Dans les 2 romans, nous avons les Serbes mentionnés. Dans le roman de Nina et dans le roman de Cédric aussi. Dans le roman de Nina, les Serbes sont mentionnés 4 fois. À propos de la Grande Hongrie et la Grande Serbie, c'est-à-dire chaque pays choisit un moment dans l'histoire où le pays était le plus grand. Le moment, c'est que ces territoires, après, ça crée un problème. Ensuite, à propos de la situation des minorités hongroises, en Roumanie, en Serbie, etc. Cédric, c'est autre chose. Les Serbes sont mentionnés là-bas comme volontaires dans la guerre. Il entre dans les troupes des séparatistes pro-russes contre l'Ukraine, à la différence des Polonais, Lituaniens, Américains, aventuriers et autres qui rentrent du côté de l'Ukraine pour combattre les séparatistes. Comment? Il faut commenter cette déclaration. Si vous voulez. Non mais moi je me suis appuyé là-dessus. Alors évidemment j'ai assisté à beaucoup de choses dans ce conflit. Et pour le reste, je me suis... parce que je voulais absolument, certes c'est un roman, on peut imaginer, mais je voulais absolument que ça reste crédible et que ce soit une peinture quand même assez réaliste de ce qui s'est passé là, en 2014 dans Donbass. Alors pour ce qui est des Serbes, je sais qu'il y en a eu quelques-uns, même qu'il y a eu des Français d'ailleurs qui sont venus combattre aussi avec les séparatistes. Et puis il paraît-il qu'il y avait aussi des Croates côté ukrainien. De toute façon, ça se compte sur les doigts de la main a priori. Ça relevait de l'anecdotique, mais dans mon livre, c'est aussi traité anecdotiquement. Ça n'est pas un thème principal. Pas du tout. Et j'ai voulu ajouter que grâce au livre de Cédric, on arrive à comprendre beaucoup de choses de ce qui s'est passé en Ukraine, parce que Cédric revient assez souvent pour expliquer des événements historiques. Il y a toute une histoire de Catherine la Grande, des Cosaques, de Holodomor, je ne sais pas, toute une série de moments historiques importants, avec le désir de rendre ça lisible et
explicable cette situation qui est... Je peux vous confier un petit secret d'édition. Mon éditeur m'a fait retravailler le manuscrit 3 fois pour justement clarifier, parce que les Français, de manière générale, l'Europe occidentale, se représentent très mal les affaires de l'Europe de l'Est, pas plus que les affaires des Balkans. Alors, dans un roman comme celui-là, si j'avais écrit un roman qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale en France, j'aurais pu ne pas dépeindre le contexte historique, tout le monde le connaît. Mais dès lors qu'on s'attaque à une situation géographique et historique très mal maîtrisée par les lecteurs potentiels français, on est obligé de distiller dans l'histoire sans l'alourdir, eh bien, des clés de compréhension. C'est très compliqué. Mais c'était la volonté de ce roman que de justement un petit peu apporter de manière un peu plus profonde que peut le faire la presse, par exemple, apporter dans un livre, eh bien, si vous voulez, toute la complexité de ce conflit qui est traité dans les médias de manière un petit peu noire et blanche. Voilà. Moi, je pense que vous connaissez ces problèmes avec tout ce qui s'est passé dans les Balkans. Je pense que vous connaissez ces problèmes de perception et de... Si vous voulez, plus on est éloigné du conflit, plus il y a une forme de simplification qui vient expliquer les événements dans la presse, parce que, évidemment, les gens s'y intéressent moins, ils lisent moins. Alors, je ne vous dis pas que tous les Français maintenant savent exactement ce qui s'est passé en Ukraine, parce que il faudrait encore qu'ils lisent tous, mais ceux qui ont voulu approfondir le sujet ont pu le faire à travers ce livre. C'est le meilleur reportage de cette guerre que j'ai lu jusqu'à maintenant. Ça c'est excellent. Mais je pense que nous allons nous arrêter ici et nous allons donner la parole au public qui nous pose des questions. Je ne sais pas qui va s'occuper du micro. Est-ce qu'il y a un micro, un traducteur? On va le faire. Je vais traduire si vous voulez. Si vous avez des questions à poser, je vais le faire. Voilà. Le micro arrive. Si vous voulez poser des questions à nos invités, si vous avez quelque chose à ajouter. Il a ajouté quelque chose. Non, je voulais simplement préciser que Double Nationalité est en cours de traduction vers le serbe et que le livre sera publié en octobre aux éditions Archipel. Alors, Archipel, voilà, je sais que c'est Archipel en français. Voilà, c'est tout. Pitanje za Ninu, govorit ću brzo i kratko. Igra sa imenima i komplikovana imena za izgovor. Da li je Nina htela da se našali i da kaže da u Francuskoj kada nemate ime Michel Leblanc ili već neko drugo francusko ime, Francuzi imaju problem da kažu Sekeruš ili da kažu Gojković. Da li je to bilo to što sam ja osetila, pomislila? Oui, c'est exactement ça. L'idée, c'était de montrer comment, en accentuant ce côté imprononçable, de montrer que, avec des oreilles françaises, visiblement, les noms qui ne sont pas tout à fait classiques sonnent comme ça. Parce que, et c'est quelque chose qui revient plusieurs fois dans le roman, c'est-à-dire le fait que les Français ont des problèmes pour écrire correctement les noms de famille, qu'ils ont une petite tendance, par exemple, c'est dans la deuxième partie, à faire une confusion entre Budapest et Bucarest, c'est qui revient assez, c'est quelque chose qui revient assez souvent, voilà, qu'il y a comme ça une sorte de... L'image qui se dessine des Français, c'est que c'est un peuple plutôt sympathique, mais quand même un petit peu comme ça, ils ne font pas beaucoup d'efforts, ils sont un peu paresseux, pas très rigoureux, donc bon, une voyelle par-ci, une consonne par-là, tout ça c'est pas très très important au fond. Une partie d'explication arrive de l'arrogance française.
que Nina souligne tout le temps dans son roman. Elle l'a décrit largement dans des situations différentes. Ils sont inconscients, cette arrogance est inconsciente, elle arrive tout naturellement. Et il y a plusieurs situations où elle est largement décrite et Nina en souffre assez. Non, c'était juste pour dire, en fait, c'est un livre où je pense tout le monde en prend pour son grade. Donc voilà, autant les Français que les Hongrois, autant les Lutringeois que les Yazis. J'ai effectivement côté France Lutringie, il y a beaucoup de choses sur cette arrogance candide, c'est-à-dire que c'est pas pour être méchant, c'est juste parce que, évidemment, que quand on est Français, on est quand même les meilleurs. Moi aussi, je commence avec Nina. D'abord, Ça fonctionne, ils peuvent entendre. Vous pouvez continuer en français. C'est à vous. Je commence avec vous. Je vous félicite d'écrire un gros livre, étant que vous êtes très jeune. Et je vous félicite, tous les trois auteurs sont très jeunes. Et la littérature française se porte bien en ce moment-là, quand on voit la jeunesse écrire des livres comme ça. Moi, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de lire votre livre, je vais le lire, effectivement. Ce qui m'a provoqué, c'était d'abord le titre, vous avez bien choisi, parce que même si nous sommes de même ethnie, nous avons toujours une dualité et une duplicité, et c'est que vous avez dit, les mêmes 4 coins du monde sont en nous. Ce qui m'intéresse et implique, peut-être je vais le trouver dans la lecture, comment vous réconciliez cette dualité. Je pense que avoir écrit ce livre, c'était une manière de la réconcilier. C'est-à-dire que quand je préparais le livre, je me disais, en fin de compte, je suis faite de plein de morceaux. Et c'est un livre de rassemblement, c'est un livre dans lequel, par l'écriture, j'arrive à les mettre ensemble. C'est pour ça que, quand j'ai travaillé dessus, pour moi, c'était très important qu'il y ait une narration relativement classique et que ce ne soit pas un livre fait de plein de morceaux. Ça aurait pu, parce qu'au départ, pourquoi pas, j'aurais pu faire plein de petits bouts juxtaposés pour montrer la complexité, les contradictions. Mais justement, je voulais aller plus loin et faire que, même si l'héroïne est contradictoire, qu'il y a plein de choses un peu bizarres, un peu loufoques, et bien malgré tout, tout ça soit inscrit, enchâssé dans une narration tenue du début à la fin, avec une forme d'homogénéité, pour montrer qu'on peut il peut y avoir cette multiplicité, en même temps on peut malgré tout être une seule personne. Donc dans mon cas très personnel, je pense que c'est écrire ce livre qui m'a permis de le faire. Comme moi j'ai le micro, je peux dire si vous posez les 3 questions, puis je pose une pour votre personne. Je m'adresse à Natacha. Ce qui est aussi très intéressant, d'abord, je vous félicite. Je ne savais pas que vos livres sont traduits, je vais les chercher maintenant. Vraiment, j'avais le désir de les trouver. Ce qui est intéressant, c'était que Pavé qui a dit que le roman que vous avez commenté, c'était la fin, c'était tragique. Vous avez trouvé comme une tragédie grecque, ou vous avez trouvé comme une fin normale. Je ne sais pas s'il faut chercher les chrétiens, mais je sais que dans la tragédie grecque, il y a toujours une mention. Alors, quelle était votre mention? Merci pour la question. Je dois avouer que l'histoire commence par la fin. C'est une histoire qui commence par la fin. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais on sait que c'est une tragédie. Et quand j'ai imaginé cette histoire, elle se terminait bien.
mais je n'arrive pas à l'écrire. Il a fallu qu'elle se termine mal pour que la narration, si vous voulez, se tende un peu, et que je puisse l'écrire de cette façon-là. Alors c'est plutôt une question de cuisine interne, d'intimité qui a joué là-dessus. Je vous remercie. Je dirais, je me demande, c'est plutôt la tragédie américaine à la façon de Theodore Dreiser dans la tragédie américaine. Au moment où le succès, la gloire et le bonheur sont à la portée de main, tout s'écroule soudainement et c'est la catastrophe finale. Il y a aussi l'élément de mensonge. Le mensonge enfle, enfle, enfle jusqu'à ce qu'il éclate, et il éclate à un moment où on a l'impression qu'on va pouvoir vivre avec ce mensonge-là, et que ce mensonge sera parfait comme le crime parfait. Mais... Merci, vous avez une très bonne mention. Et pour M. Sylvia, c'est vraiment intriguant que vous êtes sur le point de site, parce que vraiment les mines en Europe sont fermées déjà il y a longtemps. Je ne sais pas pourquoi vous avez trouvé cette couleur noire foncé. Dans ce conflit, vous avez dit que vous êtes témoin et observateur, auteur des événements, des évolutions. Est-ce que vous avez trouvé où sont les grains de ce conflit? Où vous avez travaillé sur le grain, où vous avez travaillé parce que les grains de ce conflit, c'est de trouver aussi des dualités des personnages. Alors, simplement pour vous répondre pour les mines, vous dites qu'il n'y a plus de mines en Europe, alors il y en a encore quand même. Et c'est la grande caractéristique de cette région, un peu de Donbass, c'est encore presque 80-90 mines d'anthracite en activité. Ça représente plusieurs milliers de mineurs et qui vivent effectivement à l'époque de Germinal. Moi, en 4 ans de présence là-bas, je suis descendu dans une quinzaine de mines. Ça m'a beaucoup impressionné. J'ai rencontré beaucoup d'Émile. C'est pour ça qu'un des héros du livre s'appelle Émile. C'était un prénom qui était donné en hommage à Émile Zola à l'époque soviétique. Et ça a été pour moi un pas un peu dans le passé, tout simplement. Pour vous imaginer, en 1989, il n'y avait plus une seule mine de charbon qui fonctionnait en France, depuis déjà près de 10 ans. Et en Donbass, en Ukraine, on continuait à ouvrir des puits d'anthracite. C'est une région qui m'a beaucoup marqué, moi. Elle n'est pas très belle, cette région, elle est très industrielle. D'abord, il y a une esthétique dans la ruine industrielle, ça m'a inspiré aussi. Et puis tout simplement, c'est une réalité qui est là, aux portes de l'Europe. Il y a eu une élection présidentielle en France récemment, on parle de l'Europe. Et c'est une Europe quand même qui est méconnue chez nous, mais si on veut intégrer un jour ces régions-là, il va bien falloir s'y intéresser. Donc moi, je trouvais très important en fait, d'écrire sur cette région. Et puis, j'ai oublié déjà la seconde partie de la question. Le conflit, mais écoutez, dans ce livre, il n'y a pas de thèse politique. Il y a 2 héros, un qui est plutôt pro-ukrainien, l'autre qui est plutôt pro-russe. Voilà. Ils ne le sont pas, ni l'un ni l'autre ne sont suffisamment sûrs de leur choix pour aller combattre. C'est pour ça qu'ils fuient en fait ensemble. Et pourquoi je les fais fuir dans le combat, c'est pas simplement par refus d'affronter cette question de qui a raison, qui a tort. D'abord, c'est très complexe comme conflit, mais en plus, il faut bien comprendre une chose, c'est que ceux qui ont combattu, qui combattent encore là-bas, représentent des minorités. L'essentiel des gens du Donbass, en pourcentage de au moins les 2/3, 3/4, ne rêvaient qu'une chose, c'est que la guerre ne commence pas, et ils ont fui le conflit. C'est bien pour ça que j'ai fait fuir aussi mes héros, parce que c'est beaucoup plus représentatif de l'opinion des gens que si je m'étais emparé de héros combattants. Dobro večer svima, još jednom. Ja ću postaviti pitanje na srpskom i dobro večer još jednom. Ja ću pokušati da postavim pitanje zapravo za svo troje.
Naime, ono što imate zajedničko sve je to da ste se na ovaj ili onaj način da se život postavlja u pozicije stranaca i da ste se sami postavljali u pozicije stranaca. Nataša je sa Mauricijusa, Nina je mađarskog porekla i trenutno žive u Mađarskoj, iako je rođena u Francuskoj. Cedric je putovao po celom svetu i stičem utisak da najmanje vremena provodi zapravo u Francuskoj. Ako biste morali da izdvojite jednu stvar koja je uticala zapravo na vaše pisanje i ta pozicija stranca, na koji je način uticala zapravo na vaše pisanje, ako biste morali da izdvojite jednu stvar, shvatam da je malo vremena da se odgovorite tako nešto, da sva troje treba da odgovorite na to. Hvala vam. Merci. Pour préciser, je suis née à l'île Maurice. Peut-être que beaucoup de personnes ne savent pas où ça se trouve, l'île Maurice. L'île Maurice est une île perdue au fond de l'océan Indien, très très loin. Et non seulement je suis née là-bas, mais mes grands-parents, mes arrière-grands-parents sont des Indiens, donc de l'Inde. Donc déjà, je suis née avec une sorte de salade de fruits. Ma langue maternelle est le créole. Ma grand-mère me parlait 2 langues indiennes. Ma mère m'obligeait à parler français. Mon père m'obligeait à parler anglais. Donc c'était comme ça dans ma tête, vraiment un sorte de bouillon. Mais j'arrivais à trouver un sens à tout cela. Et je pense que c'est la littérature qui m'a, moi, permis, en écrivant en français, parce que c'est la langue qui m'a le plus... j'avais envie d'un lieu à moi, d'un monde à moi, et c'est cette langue-là qui m'a permis d'avoir... Et plus tard, les Mauriciens sont des personnes qui aiment beaucoup voyager. Il y a quelque chose qu'on dit souvent à Maurice, on peut aller dans n'importe quelle partie du monde et on rencontre un Mauricien, et c'est vrai. Donc pour moi, le voyage est quelque chose presque dans les gènes. Ma mère, elle a plein de sœurs, et il y en a, elle n'a pas vu depuis des années parce qu'ils vivent au fin fond du Danemark. Quand je suis arrivée en France, si vous voulez, je pensais que je serais à l'aise comme un poisson dans l'eau, mais en réalité non, parce qu'il a fallu que je dise vraiment, peut-être pour rejoindre après ce que Nina avait dit, parce que quand on vous dit « mais qui es-tu, d'où viens-tu ?» moi je n'ai pas une seule réponse, j'ai plein de réponses. Et on se rend compte que quand la personne pose cette question-là, elle s'attend à une réponse, et une réponse de préférence brève, concise, intelligente, et qui vaut pour toute la vie. Et moi, je n'ai jamais eu ce genre de réponse-là, donc c'est peut-être pour cela que je continue à écrire. Je disais des choses dans ce qu'a dit Natacha que je pourrais tout à fait reprendre à mon propre compte, mais du coup je vais partir sur un autre angle pour compléter plutôt, pour pas répéter. Voilà. Dans mon cas, je dirais qu'une des choses ayant joué un rôle important dans le fait que je sois devenue auteur, c'est le fait d'avoir baigné dans un milieu bilingue dès l'enfance, puisqu'en fait, quand on est confronté très tôt à l'existence de 2 langues, on est obligé de se rendre compte que les langues existent. Ça paraît tout bête comme ça, mais je pense que c'est ce que j'imagine, après je ne sais pas, mais j'imagine que quand il y a une seule langue, on peut moins percevoir on peut s'imaginer qu'il y a la pensée comme ça, l'intellect, et puis que c'est décoller de la langue, et puis que parler, ce serait simplement traduire dans des mots des pensées qui préexisteraient. Or, en fait, quand il y a 2 langues, on se rend compte que la pensée, elle a une coloration, c'est-à-dire qu'on pense dans une langue et que cette pensée, je ne peux pas la construire en dehors d'une de mes langues. Et donc, du coup, ça crée à la fois une attention à la langue, c'est-à-dire qu'on prend conscience qu'on parle une langue. Tout comme, je ne sais pas si je respire et que tout va bien avec ma respiration, je ne me dis pas oh, je suis en train de respirer, vous voyez. Et bien là c'est pareil, alors que si on a un souci, qu'on a 2 manières de respirer différentes, on va dire là je respire comme ci ou je respire comme ça. Bon, c'est un peu pareil avec les langues, donc une attention à la langue et puis
du coup un rapport d'une langue qui observe l'autre, d'être tout le temps en train de comparer les différences, de s'interroger sur l'effet de la langue, sur la manière de voir le monde, etc. Et donc évidemment écrire c'est travailler la langue, donc voilà, il y a un lien direct, et je pense que c'est pas un hasard si dans les écrivains, alors il faudrait faire une étude pour voir si ce que je dis est correct, mais il y a quand même énormément de gens, me semble-t-il, qui soit ont grandi à l'étranger, soit ont des origines étrangères, soit ont une autre langue, enfin voilà, c'est quand même quelque chose, je ne sais pas, mon éditeur me dit que chez POM, en tout cas mon éditeur français, me dit qu'il y a une surreprésentation des gens qui sont pas forcément de langue maternelle française et qui ont une histoire avec un autre pays. Pardon ? Qui ont des problèmes personnels à régler à travers la littérature. Non, mais je ne suis pas une exception, je fais la même chose avec les gens. Alors, moi j'ai une histoire, j'ai un état civil beaucoup plus simple. Contrairement à Natacha, je peux répondre assez clairement aux gens qui me posent une question sur. Mais du coup, on va alors moi je vis en France, j'ai une famille qui sur 3 générations a des origines françaises, franco-françaises, bon, rien de plus classique. En revanche, oui, je fais partie de ces gens qui ont ce qu'on appelle en français l'appel du large, je ne sais pas comment traduire ça. C'est vrai que j'ai toujours eu envie de voyager. Alors mon père il m'a peut-être mis sur la voie parce qu'il aimait beaucoup la montagne. Bon, j'ai commencé à faire de l'alpinisme quand j'étais jeune, et puis après, enfin bref, qu'importe les raisons, le fait est là. Et un jour, j'ai beaucoup voyagé, puis un jour j'ai atterri en Russie, et je suis littéralement tombé amoureux de ce pays, de sa culture et de sa langue beaucoup. J'ai vraiment, alors je rejoins complètement ce qu'a dit ma voisine, je n'ai oublié le nom. Sur la langue, c'est. Pardon. Parce que j'ai vraiment poussé l'apprentissage du russe, pas jusqu'à la perfection, c'est très difficile parce que c'est pas sa langue maternelle, mais vous qui peut-être apprenez le français ici, je vous affirme que vous pouvez pousser l'apprentissage du français jusqu'à un très très bon niveau, un niveau qui vous permet de lire bien en français. Moi je le fais en russe, bien une littérature, une poésie qui vous passionne, en tout cas c'est mon cas. C'est beaucoup pour la langue que je suis resté en Russie, puis après j'ai développé un amour aussi pour les immensités de ce pays. Moi j'ai fait des études de géographie, j'ai un peu un goût pour la grande nature, pour la nature sauvage. Ça m'a fait beaucoup rester dans ce pays. Au total j'ai passé 10 ans de ma vie dans des pays russophones, que ce soit l'Ukraine, la Russie, la Biélorussie, Kazakhstan, enfin tous ces pays-là, tous ces pays de l'ancienne URSS. Et alors je suis arrivé assez tard, je suis arrivé à 24 ans. J'avais 24 ans, 25 ans, je suis rentré l'année dernière en France à 35 ans. Donc, 10 ans, à cet âge-là, en tout cas, c'est pas innocent. C'est pas ma prime enfance, mais c'est ma jeunesse qui a passé en russe. Et c'est vrai que c'est une langue qui fait partie de ma vie. Aujourd'hui, même quand je suis à Paris, j'aime beaucoup la France, mais j'ai besoin de m'échapper. J'écoute beaucoup de musique en russe, je lis en russe. Quand je regarde des films, c'est toujours en russe. Ça me permet de m'échapper de ce quotidien francophone. Et alors, il m'arrive de rêver en russe, d'avoir des réflexions en russe, effectivement, qui sont intraduisibles dans votre langue. Et évidemment, c'est une richesse. J'ai l'impression que les géographes français aiment bien écrire, parce que, vu de Novi Sad, nous avons eu ici pendant un an Emmanuel Robin, je ne sais pas que vous le connaissez, mais c'est à peu près le même genre d'écriture de voyage. Et c'est aussi la Russie, il a passé un certain temps en Biélorussie, et maintenant, cet été, il va faire en bicyclette, il va suivre le Danube de Roumanie, il va aller jusqu'à Vienne avec un groupe de gens. D'autres questions dans la salle? Oh, pardon. Kolega pitanja, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie chaleureusement. Encore une question là-bas, que ce soit la dernière. Voilà, merci. I još jedno pitanje za svo troje. Naravno, sveta sam
da ćete dati lične odgovore, da su pitanje vaše lične perspektive, ali ako postavimo pitanje o širem kontekstu savremene francuske književnosti danas, šta je to što svakom od vas ponaosob daje nadu u pogledu savremene francuske književnosti, šta je ono što smatrate njenom najvećom snagom, a šta je ono što vas možda plaši u pogledu savremene francuske književnosti? Non mais, alors moi je vais commencer par ma partie, c'est-à-dire que ça c'est un roman, c'est mon premier roman, mais en France, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas très connu, mais pour ceux qui me connaissent, je suis connu comme quelqu'un qui écrit ce qu'on appelle la littérature de voyage. Alors, ça existe, c'est un genre littéraire qui n'est pas très développé dans certains pays. Alors, je ne sais pas si en Serbie vous avez des auteurs qui pratiquent cette littérature. En Amérique, ou en langue anglaise, en tout cas, c'est un genre littéraire très développé. Et en France aussi, maintenant dans les librairies, des rayons entiers de littérature de voyage. Voilà. Alors, elle ne me fait pas peur, cette littérature. Au contraire, moi, je trouve que c'est un développement assez passionnant, si vous voulez. Alors, moi, j'ai fait des études de géographie. C'est vrai, il y a beaucoup de gens de sciences humaines qui arrivent dans la littérature de voyage. Même des universitaires, parfois, qui se mettent à vulgariser leur savoir. Il y avait Jean Mallory, un grand explorateur polaire, qui est aussi un ethnologue, qui a appelé ça justement l'anthropologie narrative, c'est-à-dire tout simplement distiller dans la relation de ses voyages un peu de ses recherches, de ses résultats, mais sans en faire évidemment un ouvrage trop lourd, trop scientifique, quelque chose d'agréable à lire, mais qui propose justement une lecture du monde. Alors c'est ça la littérature, c'est la lecture du livre du monde, si vous voulez, et ça, moi je trouve que c'est un genre littéraire qui doit encore grossir, parce qu'il y a tellement de choses, tellement de sujets à aborder, et la littérature est toujours un excellent moyen narratif finalement pour se faire le témoin des changements du monde. Je vais répondre un tout petit peu à côté parce que, en vérité, vous dire qu'est-ce qui m'inquiète, qu'est-ce qui me réjouit dans la production littéraire contemporaine, ma réponse serait d'un niveau de discussion de comptoir, et il est un peu tôt, je trouve. Je vais simplement vous dire, dans le rapport à la littérature en France, en élargissant un peu votre question, si j'avais un regret, ce qui ne vous étonnera pas, c'est le manque au cours des études qu'on peut suivre en France, mais aussi plus tard, de la place de la littérature étrangère. C'est-à-dire que quand on regarde les enseignements, on passe à côté. C'est-à-dire si on se contente de lire ce qu'on nous enseigne à l'école, on passe à côté d'énormément de choses. Et d'une manière générale, je trouve qu'en France, on est très ignorant de ce qui peut exister ailleurs, et je trouve ça à la fois triste, mais surtout dommage parce qu'on se prive de choses très importantes. Donc s'il y avait un regret, ce serait ça, et puis à côté de ça, il y a une création vivante, excitante, et il y a plein de choses positives aussi, mais voilà, si on pouvait améliorer quelque chose, ce serait de ce côté-là. Moi, je répondrai un peu à côté. Moi, j'avais été, je suis toujours assez effrayée du nombre de livres publiés chaque année, à chaque rentrée littéraire, que ce soit en septembre ou en janvier, et du nombre de livres qu'on oublie très très vite, et du nombre d'auteurs qu'on oublie très vite. Vous savez, il y a quelque chose qui s'appelle l'obsolescence programmée, des machines à laver, des machines... des micro-ondes, et j'ai l'impression qu'à travers cette sorte de quantité, c'est l'obsolescence programmée également de nous, en tant qu'êtres humains. Voilà, c'est ce que j'aurais à dire. Je remercie les auteurs. J'aimais bien cette phrase finale, l'obsolescence programmée des auteurs. Ça paraît assez intéressant. Je suis désolée. Pour développer. Hvala vam svima na prisustvu i možemo pozdraviti naše goste sa jednim aplauzom.